Bonjour, bonjour pour ceux qui n'étaient pas là avant et bienvenue pour cette avant-dernière conférence sur l'apprentissage au travers de la création de jeux vidéo présentée par Chloé Vigneault qui est directrice de Copotato et aussi docteur en informatique sur l'apprentissage au travers du jeu. Je la laisse vous présenter tout ça. Bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, moi j'ai un peu une double casquette. Je suis chercheuse associée au laboratoire du Cédric au CNAM et j'ai également monté ma société autour de tout ce qui est pédagogie ludique et médiation culturelle. Bon, on passe là-dessus. Je vais vous présenter aujourd'hui plus ma thématique de recherche qui est l'apprentissage par la création de jeux vidéo. Alors on parle bien de création, on parle pas de jeu. On n'est pas là ici pour faire jouer des élèves, des jeunes, des adultes. On est là pour faire créer des jeux, ce qui est complètement différent. Alors, moi, je m'intéresse plus particulièrement à la création de jeux en classe, et particulièrement en classe de collège-lycée, puisque c'était mon sujet de thèse, mon sujet de recherche. J'ai passé 4 ans à animer des ateliers de création de jeux en classe. Et c'est vraiment un sujet très, très intéressant. Vous allez voir, ça pose pas mal de questions. Alors, la première question qu'on pourrait se poser, c'est faire créer un jeu vidéo à des élèves en classe, c'est pas instinctif. Ça fait pas si longtemps que vous êtes sortis, j'imagine, des études où vous y êtes encore. C'est pas instinctif de se dire aujourd'hui, on va pas faire du français, des maths, de l'histoire, on va créer un jeu. C'est pas instinctif ni pour les élèves ni pour les enseignants. Pourquoi ? Parce que ça réclame pas mal de prérequis, pas mal de choses. Et la première, c'est déjà de s'appuyer sur des référentiels de compétences. Alors, comme vous savez, surtout dans l'éducation nationale, au collège-lycée, on fait pas ce qu'on veut en classe. On a des référentiels de compétences. Donc, il faut s'appuyer là-dessus. Il faut faire les programmes, comme disent les profs. Donc, on est obligé que l'activité de création de jeux vidéo, elle se raccroche à ce programme-là. Il faut aussi un enseignant motivé par cette activité. Et là, on peut se dire, c'est pas forcément évident pour des enseignants de faire créer des jeux en classe à des élèves. On est enseignant de français, d'histoire, de maths, on n'est pas forcément joueur et on n'est pas forcément créateur de jeux non plus. Donc ça demande aussi des compétences de la part de l'enseignant. Et évidemment, il faut des élèves qu'on va regrouper et qu'on va organiser pour créer le jeu. Donc tout ça qui est un peu le cadre pédagogique d'une salle de classe un peu classique, c'est pas forcément un cadre qui se prête au départ à la création de jeux vidéo. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour quand même mettre en place ce type d'activité ? Alors déjà, il va falloir commencer à réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire créer un jeu vidéo. Peut-être certains d'entre vous ont déjà créé un jeu ou ont fait des game jams. Alors vous voyez, c'est un processus qui réclame un peu de temps. Il faut concevoir le jeu, le game design, les règles. Il faut aussi créer des éléments sonores, graphiques. Il faut programmer. Donc c'est un vrai projet à mener avec des phases, avec différentes étapes. Donc déjà, il faut mener un projet en classe à proprement parler. Il faut aussi des outils de création. Donc pour les personnes qui connaissent un peu la création de jeux, il faut des moteurs de jeu pour programmer. Il faut aussi des outils de création graphique et sonore. Et comme on est en salle de classe, tout ce qu'on va faire en général, on va devoir l'évaluer. Donc il va falloir aussi se dire comment est-ce qu'on évalue le jeu que les élèves ont créé. Sachant que vous imaginez bien, ils ne créent pas un Mario Kart, ils ne créent pas un FIFA, ils créent un petit jeu. Donc comment est-ce qu'on fait pour évaluer ce qu'ils ont fait, encore une fois, par rapport aux compétences qu'on veut leur faire développer ? Donc, pour mener ces ateliers, on commence par organiser un projet et organiser une création de jeu, c'est attribuer des rôles à des élèves. Exactement comme quand on le ferait dans un studio de production de jeux vidéo. Donc, à minima, on crée des groupes de 4-5 élèves et on attribue les différents rôles de création. Donc ça passe par un rôle de game designer qui est l'élève qui va créer les règles du jeu, concevoir les règles du jeu. Un rôle de graphiste pour toutes les personnes qui vont créer des éléments visuels. Un rôle de sound designer pour évidemment les éléments sonores. Et puis le rôle du programmeur qui va être un rôle décisif puisqu'on va implémenter toutes les actions du jeu, programmer, coder le jeu directement dans le moteur. Donc ces rôles-là, ils sont répartis par les élèves. Alors soit les élèves choisissent eux-mêmes, soit les enseignants indiquent à chaque élève le rôle qu'il va jouer. Et je fais une petite parenthèse parce qu'il y a une vraie question aussi de mixité dans le jeu vidéo, comme vous le savez. Et moi, en 4 ans, j'ai vraiment vu une évolution incroyable. C'est-à-dire que au début des ateliers, quand on demandait aux élèves quel rôle ils voulaient choisir, de manière un peu
caricatural, les filles faisaient du dessin et les gars programment. Et là, en 4 ans, moi, j'ai vraiment vu une évolution énorme. C'est-à-dire qu'on a maintenant plus du tout de genre associé à différents rôles. Les filles vont vers la programmation comme les garçons peuvent aller vers le dessin de manière très très naturelle et sans qu'il y ait de barrières ou en tout cas de moins en moins. Et ça fait très plaisir à voir. Donc, on répartit les élèves et on crée un jeu. Et au bout de quelques séances de création de jeu, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on peut observer ? Alors, on peut observer pas mal de bénéfices parce que forcément, quand on dit aux élèves on va créer un jeu plutôt que de faire du français ou des maths, tout de suite, il y a un peu un enthousiasme, on va dire. On parle de jeux vidéo, c'est toujours intéressant. Ensuite, il y a quand même aussi une question d'apprendre par le faire. C'est une pédagogie qui est créative. Donc, on n'est pas là en train de faire des exercices ou des choses qui sont complètement hors sol. On est là en train de produire des choses et de faire une création personnelle. Donc, il y a une motivation qui est très, très forte par rapport à ça. Et ce que je disais, voilà, c'est qu'on a aussi des problématiques d'inclusion où on peut arriver à raccrocher des élèves à l'enseignement sur des activités de ce type-là. Et là, je parle particulièrement, moi, mon terrain de recherche, c'est notamment les décrocheurs scolaires, donc les élèves qui sont un petit peu en dehors du cadre pour tout un tas de raisons, hein, qui peuvent être soit des difficultés scolaires, sociales, etc. Et donc, ces élèves-là, on arrive à les faire revenir en classe en leur proposant ce type d'activité qui va être un petit peu décalé par rapport à ce qu'on peut faire traditionnellement en classe. Donc, on a des vrais bénéfices à ce niveau-là. Mais évidemment, tout n'est pas rose. Comme vous imaginez bien, il y a aussi des limites. Alors, la première limite, c'est l'intégration dans le cadre scolaire. Je vous ai parlé juste avant des référentiels de compétences. Vous imaginez bien quand on arrive dans une salle de classe, même si on trouve un enseignant très motivé pour faire l'atelier de création de jeux vidéo, tout de suite, il va dire « Bah oui, mais moi, mon programme, quelles compétences je vais faire travailler, comment je vais les évaluer, comment est-ce que je raccroche ça à ce que dois vraiment faire dans ma salle de classe ?» Donc, il y a ce lien entre créer un jeu vidéo et faire le programme scolaire qui est vraiment pas évident. Ensuite, il y a aussi la méconnaissance du jeu vidéo. Et quand je dis méconnaissance, ça concerne y compris des enseignants ou des élèves qui peuvent être joueurs. C'est pas parce qu'on est joueur qu'on sait créer un jeu vidéo. Okay, donc, il y a des élèves qui sont très très joueurs, qui passent beaucoup de temps à jouer. Mais dès qu'on passe au stade de la création, tout de suite, ça devient beaucoup plus compliqué. Et il y a forcément des attentes. C'est-à-dire qu'on démarre l'atelier, les élèves qui jouent, ils ont en tête les jeux auxquels ils jouent. Ça peut être selon les âges du Fortnite, du Roblox, du GTA, et ils s'attendent à créer exactement les jeux auxquels ils jouent. Donc il y a forcément un petit décalage par rapport à ça. Et puis le troisième problème, c'est le problème qui m'intéresse le plus, parce que je viens d'un doctorat en informatique, donc je vais raccrocher à des outils. C'est la prise en main des outils de production. Créer un jeu vidéo, c'est devenu de plus en plus facile. Pourquoi ? Parce qu'on a des outils qui sont devenus de plus en plus grand public. C'est-à-dire que demain, vous voulez créer un jeu, vous allez vous en sortir. Même si vous ne savez pas programmer, vous allez vous en sortir. Mais ça reste quand même pas à la portée de tous. C'est pas aussi simple qu'on peut le dire, même si les outils se sont beaucoup simplifiés. Donc pour résoudre cette problématique, ces limites qu'on voit là, et particulièrement la troisième problématique, moi j'ai travaillé tout au long de ma thèse sur ce qu'on appelle des templates de jeux. Alors les templates, c'est quoi ? C'est ni plus ni moins des jeux qui sont précodés. C'est des jeux qui sont déjà qui ont déjà une base et qu'on va compléter. C'est-à-dire on part pas d'une page blanche, on part pas de zéro, on part d'un modèle qui est proposé et on va le compléter. Donc l'intérêt de ce template, c'est évidemment d'aller accélérer la production de jeu, d'aller aussi faciliter la production, parce qu'évidemment, ne pas démarrer d'une page blanche, c'est toujours plus simple. Et puis, d'aller aussi faire l'atelier en peu de temps. Parce que souvent, les enseignants ils me disent « Bon, ok, je suis partant pour tester l'atelier de création de jeux vidéo, mais moi, j'ai 2 heures. Hein. Et en 2 heures, ils doivent avoir fini leur jeu, parce qu'après, on passe à la suite du programme. » Évidemment, on ne fait pas un jeu en 2 heures. Par contre, à partir d'un modèle, on peut arriver à un jeu qui est relativement abouti en quelques heures. Donc là, le schéma que vous voyez derrière moi, c'est en gros, on a un template avec déjà pas mal d'éléments. On peut avoir un player, donc un personnage joueur. On peut avoir des sons, mais par contre, il va nous manquer des PNJ, donc des personnages non joueurs, et il va nous manquer des textes. Et l'élève, ce qu'il va faire en 2 heures, c'est qu'il va ajouter ses PNJ, donc il va ajouter des personnages non joueurs, et il va écrire des dialogues. Et là, il aura un jeu qui est complet, qui est abouti, mais il ne sera pas parti de zéro, très clairement. Voilà. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé sur cette question de template.
et quel type de template on peut mettre à disposition pour les élèves pour, encore une fois, faire de la création de jeux vidéo en 2 heures. Alors, j'ai utilisé pas mal de choses. Là, je vais vous montrer un des templates que j'ai mis en place, qui est en gros une sorte de petit escape game. Donc, on est le petit carré noir là qui bouge. Et là, c'est le template tel qu'il est donné aux élèves. Donc, en gros, on arrive, on se balade dans des maisons, on discute avec des personnages. Et le principe, c'est d'aller recueillir des indices. Et une fois qu'on a recueilli des indices, on peut trouver le code secret qui permet de sortir du village et de s'échapper. Voilà. Donc, tout est déjà posé. On pourrait se dire le jeu, il est complet. Mais en fait, le jeu, il n'est pas très intéressant. Donc, les élèves, ce qu'ils vont devoir faire, c'est vraiment s'approprier le template et en faire un jeu intéressant en modifiant des éléments. Vous voyez notamment des éléments graphiques qui sont un peu moches, des sons, là vous entendez pas, mais des sons qui sont pas très aboutis. Tout ça, c'est ce qu'ils vont pouvoir faire. Donc c'est un template que moi j'ai pu expérimenter auprès de 217 élèves, donc dans 12 classes de seconde, dans des disciplines, vous voyez, très variées. C'est-à-dire qu'on l'a fait aussi bien en cours de français, de maths, d'histoire, géo, et il y avait des éléments à modifier. Voilà, donc des zones de texte, des images à mettre, des sons et des variables, donc des éléments de programmation à modifier. Et l'intérêt, c'était vraiment de voir si en 2 heures, ils arrivaient à complètement modifier le template et à en faire un jeu, une création personnelle. Et évidemment à développer les compétences. Parce que si on est en cours de français, ils vont écrire tous les textes qui sont dans les bulles, donc ils vont travailler la rédaction. Si on est en cours, par exemple, d'art plastique, tous les petits éléments graphiques qui sont un peu moches, on va les redesigner, on va les réintégrer dans le moteur. Donc, en fonction de la discipline, le template, il était utilisé de manière très, très différente, évidemment. Par exemple, sur ce template-là, je peux vous citer l'exemple d'une enseignante d'histoire-géographie qui, elle, a dit on travaille sur les guerres de religion. Donc, elle a distribué une documentation sur les guerres de religion. Et l'intérêt, c'était de transformer le jeu pour en faire un village à l'époque des guerres de religion. Donc, on s'est retrouvé avec des jeux avec Catherine de Médicis et Richelieu dans les maisons qui discutaient, mais il fallait des dialogues qui soient réalistes. Donc, il fallait bien connaître ces personnages historiques quand même. Sinon, ça devenait un jeu qui était plus très réaliste. Voilà. Donc, c'est un exemple de comment est-ce qu'on utilise la création de jeux et qu'on raccroche quand même au programme. Alors ce template, il était pas mal, ce premier, il était pas mal, mais il y avait une espèce de frustration des enseignants de dire oui, mais en fait, moi, j'aimerais bien avoir la main pour quand même choisir les éléments à modifier, etc. Donc je suis partie sur un deuxième template qui, cette fois-ci, j'ai fait dans un autre moteur de jeu, donc là, qui s'appelle Godot. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé les enseignants choisir les éléments modifiables. Donc là, on voit un petite interface ici en bas. Et l'enseignant avait le choix d'enlever les images, ou d'enlever les textes, ou d'enlever des éléments de programmation, ou d'enlever des sons, donc d'enlever des parties du jeu, et donc de choisir ce que les élèves allaient faire en classe. Et là, ça devient tout de suite plus intéressant parce qu'à partir d'un même template, en fonction de l'enseignant, en fonction de ses objectifs, en fonction du temps qu'il a, il peut complètement choisir aussi les tâches qu'il va faire réaliser avec ses élèves. Alors là, on était en cours d'année, donc j'ai moins eu le temps de le tester. J'ai quand même testé sur 69 élèves et ça a très très bien marché. Je vais vous donner d'ailleurs quelques petits résultats après qui sont assez stupéfiants sur certains aspects inédits. Alors, justement, c'est des expérimentations, on parle de recherche scientifique là. Donc, pour analyser la recherche scientifique, qu'est-ce qu'on fait ? On utilise des questionnaires. Donc là, moi, j'ai en gros croisé 3 sources de données. Il y a les questionnaires des élèves qui déclarent avoir fait des choses. Voilà, bon, c'est des élèves, est-ce qu'ils sont honnêtes ou pas ? On va vérifier. Ensuite, j'ai des questionnaires qui sont donnés aux enseignants, où je leur demande... Est-ce que selon eux, ils ont atteint leurs objectifs pédagogiques ? Est-ce que selon eux, les compétences ont vraiment été travaillées ? Et j'observe les jeux qui ont été produits. Et je croise tout ça pour voir si effectivement on a atteint les objectifs pédagogiques qui étaient de se dire, en utilisant la création de jeux, en faisant des tâches précises dans le template, on travaille un certain nombre de compétences. Voilà, donc j'utilise tout ça. Et là, je vais vous donner des résultats et vous allez voir que c'est assez surprenant par endroits. Alors, il y a déjà ce qu'on appelle les tâches d'apprentissage. Donc, c'est ce que les élèves disent avoir fait. Alors, dans le premier template, le template d'Escape Games, ce qu'ils ont fait le plus, c'est trouver des images et rédiger du texte. Voilà, principalement. Les images et le texte, c'est ce qu'ils ont fait le plus. Ce qu'ils ont moins fait, c'est finalement le son
et aussi tout ce qui était crédit, parce qu'il y avait aussi la notion de droit d'auteur en fait. Il y avait l'idée que, ok, ils avaient le droit d'aller chercher des images sur Internet ou même de générer par IA, etc. Mais il y avait aussi cette notion de citer les sources. Ça, ils l'ont clairement pas fait. Donc ça, c'était dans le premier template. Et dans le deuxième template, c'est un peu différent parce que là, ils ont beaucoup travaillé les images et beaucoup moins les textes. Alors, ça paraît un peu logique, on va se dire, oui, les élèves, ils sont beaucoup plus attirés par l'image, etc. Mais en fait, ça dénote surtout la différence entre les deux jeux. C'est-à-dire que le premier, on était sur un escape game où il y avait beaucoup de texte. Sur le deuxième, je ne vous l'ai pas fait en gameplay, mais en gros, c'était un jeu de plateforme. Donc forcément, il y avait beaucoup moins de texte. Et donc forcément, les élèves, ils ont beaucoup moins été modifiés, les textes, que dans le premier template. Donc ça, c'est déjà un constat. Ensuite, il y avait des questions de corrélation, parce qu'on est toujours un peu à calculer des corrélations quand on fait des expériences scientifiques. Et il y avait la question de se dire, est-ce que les élèves, ils sont vraiment honnêtes ? Est-ce que quand ils disent j'ai modifié des textes, ils l'ont vraiment fait ? Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends le questionnaire de l'élève et je regarde le jeu qu'il a produit et je vérifie si effectivement il dit avoir modifié des textes, est-ce qu'il l'a vraiment fait. Et donc là, c'était le cas. On a globalement une bonne corrélation, par exemple, entre les tâches. Alors les tâches d'apprentissage, c'est ce que les élèves disent avoir fait, et les tâches de production, c'est ce qu'ils ont vraiment fait. Et donc on a quand même une bonne corrélation entre les deux. Donc on peut partir du principe que les élèves ont été globalement assez honnêtes et ont globalement bien réalisé les tâches qu'ils disent avoir fait. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que les tâches réalisées ont bien rempli les objectifs pédagogiques des enseignants, parce qu'on revient quand même toujours à ça à un moment donné. Et donc là, je demande aux enseignants d'évaluer les compétences des élèves à l'issue de l'atelier, donc de faire des évaluations plus classiques, comme on le fait dans l'éducation nationale. Et là, sur la compétence qui est par exemple la compétence de créativité, qui est notamment travaillée dans différentes disciplines, qu'on soit en français, en arts plastiques, etc. Je leur demande d'évaluer cette compétence-là. Et là, on voit une corrélation entre une tâche précise, qui est la tâche de rédaction de texte, et la compétence créativité. Donc en fait, ce qu'il faut retenir de ce graphe-là, c'est que les élèves qui ont suffisamment travaillé cette compétence de créativité, ce sont les élèves qui ont le plus rédigé de texte dans le jeu. Voilà. C'est pas, donc la créativité, c'est pas juste changer les images, c'est aussi rédiger des textes. Et on voit qu'il y a vraiment une corrélation entre l'évaluation de l'enseignant et puis la tâche qui a été faite. Et de la même manière, ici, sur le premier template, on a cette corrélation-là. Et sur le premier template, comme sur le deuxième template, il y avait cette corrélation entre la créativité et les textes. Et là, il y a une troisième question que je pose aux élèves et aux enseignants, particulièrement aux élèves, qui est de dire, OK, le template, c'est sympa, apparemment, vous travaillez bien des compétences pédagogiques comme l'enseignant le veut, mais est-ce que vous avez vraiment l'impression d'avoir créé un jeu ? Parce qu'en fait, vous n'êtes pas parti de zéro, on est d'accord, vous n'avez pas imaginé le jeu, vous avez pris le template tel qu'on vous l'a donné. Et là, je voulais savoir s'il y avait une corrélation entre l'impression d'avoir créé un jeu et le fait d'avoir fait certaines tâches. On pourrait se dire peut-être que quand on touche à la programmation, on a plus l'impression d'impacter le jeu, donc on a peut-être plus l'impression de créer un jeu. C'est des hypothèses qu'on pourrait avoir. Et en fait, pas du tout. La tâche qui a donné le plus l'impression de créer un jeu, c'est la rédaction de texte encore. Et là, ça devient quand même très intéressant parce qu'on commence à se dire, OK, en fait, rédiger des textes, quand on le fait dans un cadre de création de jeu, non seulement ça nous fait travailler des compétences, mais en plus, ça nous donne vraiment l'impression d'avoir participé à la création du jeu. Ce qui n'est pas quelque chose que les enseignants de français se sont dit au départ, par exemple. Ils ne se sont pas dit, vraiment, ça va leur donner envie de rédiger du texte, etc. Et pourtant, si. Et là, de la même manière, je demande aux élèves s'ils sont fiers de leur production. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on voit qu'il y a vraiment une corrélation entre le nombre de tâches que les élèves ont réalisées, donc à quel point ils se sont investis dans l'activité, et le fait d'être assez fiers du résultat final. Et on voit bien que c'est une activité qui, quand elle est bien menée, que les élèves réalisent de nombreuses tâches, ça les rend assez fiers de ce qu'ils ont fait. Et on a toujours cette corrélation entre la tâche de rédaction de texte et le fait d'être fier du résultat accompli. Donc c'est hyper intéressant parce qu'on peut se dire un jeu vidéo, on pense d'abord encore une fois aux images, au son, à la programmation, on ne pense pas forcément au texte. Et finalement, le résultat de tout ça, c'est que
pour des élèves qui sont novices, qui s'initient à la création de jeux pour la première fois, eh ben, la tâche qui les rend les plus fiers et les plus créatifs, etc., c'est la rédaction de texte. Et ça, c'était quelque chose auquel moi, je ne m'attendais pas du tout quand on a mené les expérimentations au début. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que ces expérimentations-là, elles ont été menées à beaucoup plus large échelle après. Pourquoi ? Parce que je fais également partie d'un groupe numérique de travail financé par le ministère de l'Éducation nationale. Et on a étendu ces expérimentations à près de 4000 élèves du CP au BTS dans la France entière sur 4 académies avec ce système de template, et que ces expérimentations ont montré exactement les mêmes résultats que ce que je vous montre là, que j'avais fait à petite échelle. Mais là, on a pu l'étendre et montrer à quel point ces activités et ces ateliers de création de jeux vidéo, ils ont un vrai impact sur l'apprentissage des compétences. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir sur le site du ministère, il y a le rapport qui a été publié. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus sur comment est-ce qu'on crée les templates, parce que c'est pas si évident. On va pas des templates, vous en avez partout, mais en fait des templates qu'on peut utiliser en classe pour les créer, c'est pas si évident. Donc il y a quelques principes. Déjà, le premier principe, c'est de se dire que le template, il doit permettre de travailler des compétences scolaires. Donc pour créer un template, il faut regarder un peu les programmes et se dire comment est-ce qu'on va mettre en pratique les compétences du programme. C'est pas si évident. On essaye aussi de donner la main aux enseignants sur les tâches à réaliser, et on fournit des traces. On fournit des traces, ça veut dire quoi ? Ça veut dire dans le template, par exemple, d'Escape Game, à la fin, tous les textes qui avaient été modifiés, on les envoyait aux enseignants pour qu'ils puissent évaluer le travail de rédaction. Ensuite, il y a d'autres critères, comme par exemple le fait que ça soit un jeu qui soit fonctionnel, qui n'ait pas à débugger quelque chose ou quoi que ce soit, que ça soit modifiable dans un temps contraint. Donc ça, c'est très important. Et puis, la dernière série de critères, ça va être justement de proposer un cadre de créativité qui soit suffisamment motivant, parce qu'il faut des tâches qui soient faciles à faire et qui soient immédiatement visibles. Pourquoi la rédaction de texte, ça marche ? Parce que changer un texte dans le template, c'est hyper facile. Et ensuite, on joue au jeu et on voit directement le résultat. Donc, c'est quasiment la tâche la plus simple, encore plus simple que de changer les images. Et c'est la tâche qui, on voit bien, est la plus gratifiante, en fait. Donc, il faut réfléchir aussi en ces termes-là. Alors maintenant, pour les personnes peut-être qui s'intéressent de plus près à la création de jeux vidéo, je ne vous cache pas que moi, pour créer les templates que j'ai réalisés en classe, je me suis beaucoup posé la question des outils. Parce qu'en plus, on est dans une salle de classe, on connaît les contraintes, c'est-à-dire que les connexions Internet, elles sont aléatoires, les postes, ils sont pas super puissants, etc. Donc je me suis dit, comment est-ce qu'on va faire pour créer des templates ? Quel outil on va utiliser ? Et pour ça, j'ai analysé environ 128 moteurs de jeu. Donc des moteurs vraiment et des librairies très très variées. J'ai construit une grille d'analyse, j'ai recensé les outils et j'ai fait une sélection, mais encore une fois, avec un critère: créer des templates pour l'éducation nationale, pour faire des ateliers en classe. Donc c'est pas quel est le meilleur moteur de jeu de la Terre, c'est quel est le meilleur moteur pour le contexte dans lequel je suis. Et j'en ai choisi 2. Donc le premier, c'est GDevelop, que vous connaissez peut-être, qui est un moteur qui est pour le coup très très accessible et qui permet d'aller faire de la programmation vraiment quasi comme de la programmation visuelle. C'est-à-dire que tout est en ligne de code explicite, comme du français, et que voilà, c'est des conditions si, quand, etc. Donc n'importe qui peut, avec un minimum de logique, s'en emparer. Et le deuxième, qui est un peu plus avancé, mais qui effectivement est toujours un moteur assez puissant, qui est Godot, où là, je le réserve plus pour justement des templates où les enseignants vont vouloir avoir la main, des templates qui sont un peu plus modulaires et des templates qui réclament un peu plus de puissance aussi, si on veut aller par exemple sur de la 3D dans la limite des postes. Voilà. Donc le résultat de mon comparatif sur quel moteur utiliser pour faire ces templates-là, ce sont ces 2 outils-là. Et pour terminer, dans les 5 minutes qui me restent, je vais vous parler d'un cas pratique qui cette fois-ci concerne l'université, puisque suite à ces expérimentations dans le domaine collège-lycée, forcément j'ai été sollicitée aussi par certaines universités pour aller essayer de voir si on pouvait mettre en place ce type d'atelier avec ce même système de template, etc. Et je vais vous parler d'un cas pratique qui est faire un jeu sur le livre Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, avec des étudiants de master MEF, donc les étudiants qui sont les futurs enseignants, qui sont donc dans ces années de préparation avant d'être projetés dans les salles de classe de collège-lycée, et des étudiants qui étaient hispanophones, donc de l'université de Salamanque notamment.
Donc le but, c'était en une après-midi, on doit créer un jeu sur une scène de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Et cette scène, je vous ai mis le texte ici, c'est la scène, en gros, si vous avez des petits souvenirs du livre ou du film, c'est la scène où on voit Esmeralda pour la première fois. Voilà. Donc on découvre Esmeralda, il y a une description où c'est une gitane, mais elle est incroyablement belle, etc. Donc il y a cette scène où on voit Esmeralda danser, et le but, c'était de convertir cette scène-là en jeu. Donc, moi, je suis partie d'un template que j'ai codé spécifiquement, où la seule chose que j'ai posée au départ, c'est un jeu de rythme. Donc, je me suis dit, on va partir de ce gameplay-là, je propose ce gameplay-là, on va faire un jeu de rythme, et après, je vais laisser les étudiants s'en emparer comme ils le souhaitent. Donc, le template de départ, c'était ça. On avait une étudiante qui nous avait dessiné un joli personnage d'Esmeralda, et c'était juste 2 carrés, 2 zones noires et rouges, et quand on arrive devant une zone, Esmeralda, elle peut danser. Le template de base, c'est juste ça. Donc ensuite, il y a comment est-ce qu'on passe de ce texte-là à un jeu. Donc la méthodologie, ça a été déjà de réfléchir à comment est-ce qu'on va convertir le texte en jeu. Et pour ça, on a découpé le texte et on les a classés en catégories. On s'est dit, il y a des textes qui vont être intégrés comme de l'atmosphère. Donc on va les mettre en éléments graphiques, sonores, pour représenter l'atmosphère du livre. C'était par exemple, là on parle d'un feu de joie, on s'est dit, bon voilà, le feu de joie c'est un élément qu'on va pouvoir transposer en élément graphique. Ensuite il y a des textes qu'on s'est dit, on va les mettre en narration. On va vraiment intégrer des parties, on va copier-coller des textes de Victor Hugo et on va les mettre comme des dialogues dans le texte. Et puis il y a des textes qui peuvent pas être des éléments graphiques, qui peuvent pas être des dialogues. Qu'est-ce qu'on va en faire ? On va en faire du gameplay. On va en faire des règles du jeu. Il y a par exemple un moment dans l'extrait où il y a une pièce de monnaie qui se détache de sa chevelure. Et là, on s'est dit, c'est super intéressant. Et quand elle danse et qu'elle danse bien, elle gagnait des pièces de monnaie. Ce qui est hyper cohérent avec le livre, avec la scène. Mais cette fois-ci, le texte, ça va devenir du gameplay, ça va devenir une règle du jeu. Donc, on a fait ça exactement. Donc, c'est-à-dire que les parties comme le feu de joie sont devenues des éléments graphiques. Comme on l'a dit, il y a les parties qui sont devenues du texte. Ce sont des dialogues vraiment affichés en jeu. Et puis, il y a des textes qui sont devenus des règles du jeu, vous allez voir, et on voit qu'elle va gagner ou perdre des pièces. Voilà. Et on a réussi à faire ce jeu qui représente bien le travail d'une après-midi avec les étudiants. Alors, j'espère que je vais avoir du son. Alors, je n'ai pas de son. Je vais essayer de voir s'il y en a ici. Hop. Je ne sais pas si... Parce que si vous avez... Il n'y a pas de son ? Ah, ok. Ok. Alors je vais essayer de vous retranscrire du coup le son. C'est dommage qu'il n'y ait pas parce que ça fait partie vraiment du gameplay en tant que tel. Il faut imaginer une musique qui va complètement changer selon si vous arrivez bien à danser ou pas. C'est-à-dire que si vous arrivez bien à danser, la musique elle s'accélère. Si vous échouez, la musique elle ralentit. Voilà. Alors c'est un peu dommage que vous n'ayez pas le son. Là également, normalement il y a une narration. Donc il y a un des étudiants qui lit le texte. C'est un étudiant irlandais. Donc avec on va peut-être avoir du son. Ah. On va peut-être garder l'image alors. Donc donc là c'est un étudiant irlandais donc il lit le texte de Victor Hugo mais avec un accent assez prononcé. Et donc là on a donc Esmeralda qui arrive devant donc la foule. Là elle danse bien donc elle récupère des petites pièces de monnaie. Donc là faut imaginer une musique tambourin qui s'accélère. Là pareil. Là vous voyez le texte de Victor Hugo qui du coup a été affiché. Et ici on va simuler la perte, en tout cas un échec au niveau des inputs. Et là, pareil, le texte a changé. C'est vraiment issu du texte de Victor Hugo également. Donc là, par contre, voilà, elle a bien réussi son action. Donc là, vraiment, la musique qui va s'accélérer. Faut vraiment imaginer ça, avec des applaudissements de la foule, etc. Là, pareil, elle va encore gagner des pièces et le texte s'affiche. Et quand on arrive à 20 pièces, on a gagné. Et là, on voit passer Quasimodo, puisque dans la scène, à la fin de l'extrait, Quasimodo apparaît.
et on le voit passer vraiment derrière Esmeralda. Et donc on arrive sur l'écran de victoire et évidemment on peut aussi perdre si jamais on échoue trop souvent sur les scènes de danse. Donc là, ça vous montre un peu ce que ça donne une après-midi de travail sur convertir un texte littéraire en jeu vidéo à partir d'un template sur un atelier universitaire et avec des étudiants qui étaient encore une fois en majorité non francophones. Donc il y avait aussi toute la compréhension du texte, etc. Voilà, donc c'est tout ça pour vous dire que ça vous montre un petit peu ce qu'on peut faire en création de jeux, un petit peu à toutes les étapes, collège, lycée et supérieur. Et le fait que créer des jeux, finalement, c'est presque peut-être aussi intéressant que jouer. Voilà, je finirai là-dessus et à vos questions. Merci beaucoup Chloé. Alors, des questions ? Merci beaucoup pour votre présentation. Je suis tout nouvellement enseignant d'SVT et ça m'intéresse beaucoup de partager les jeux vidéo avec les élèves, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec des professeurs d'SVT ou pas du tout ? Alors moi non, mais par contre les membres de mon groupe du travail oui, parce qu'ils ont fait des templates pour l'ASVT. Alors moi pas spécialement, moi je suis vraiment plus français, histoire, maths, etc. Mais SVT je sais qu'il y a des collègues qui ont fait, ouais. Et il y aurait moyen d'avoir plus connaissance de ces templates, sur quelle partie du programme ça traite ? Ouais, bien sûr, oui, il n'y a pas de souci. Je pourrais vous donner l'adresse du site. Je crois que c'est educationjeuxvideo.com. Vous pouvez aller voir le site educationjeuxvideo.com. Il y a des templates et il y a tous les contacts aussi des enseignants et des collègues qui ont fait des templates spécifiques par discipline. Donc, faut pas hésiter à les contacter pour leur demander, ouais. Ok, et est-ce que vous avez essayé... Enfin, du coup, c'est uniquement sur une séance, en une après-midi, ou est-ce qu'il y a des fois eu des essais sur un chapitre, par exemple ? Oui, il y a des essais sur un chapitre, ouais, tout à fait. Alors, une séance, pourquoi ? C'est parce que c'est pour les enseignants qui n'étaient pas joueurs ou étaient très réfractaires. C'était pour leur montrer que c'était possible. Mais dès qu'ils sont convaincus, très souvent, même les élèves eux-mêmes disent « Ah non, mais il faut faire ça sur plusieurs séances, parce qu'une séance, c'est court. Surtout en collège, c'est très court, une séance. » Donc, il y a aussi des templates sur plusieurs séances, ouais. D'accord, merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Au niveau des compétences développées par les élèves, donc là on a vu un peu le texte, l'image, le son, etc. Quelle est la portée visée ? Par exemple, à quel point on voudrait intégrer de la programmation, des compétences plutôt historiques, etc. Enfin, la veille globale qu'on veut avoir. Il y avait une autre question mais que j'ai oublié, donc c'est dommage, mais déjà ça serait déjà pas mal. Ouais. En gros, quelles sont les compétences déjà testées et celles que vous voulez potentiellement rajouter ? Ah oui, je me souviens de la deuxième question, c'est aussi quel organisme serait responsable dans la génération de ces différents templates pour l'éducation nationale ? Est-ce que c'est une entreprise privée ? Est-ce que c'est public ? Est-ce que c'est les profs ? Voilà. Alors, pour répondre à la première question, on a travaillé à peu près sur quasiment toutes les compétences des programmes scolaires, en fait, parce qu'on s'est vraiment appuyé là-dessus. Donc, vraiment, on a pris les programmes du CP au BTS. Alors, moi, je suis vraiment spécialisée sur la classe de seconde, mais vraiment, je sais que les collègues, ils ont fait sur les autres classes. Et donc, potentiellement, on peut tout travailler. Et je tiens à dire, d'ailleurs, qu'on va au-delà des programmes scolaires. C'est-à-dire qu'on travaille aussi tout ce qui est compétences transversales, la collaboration, la communication, parce que les élèves, ils sont obligés, en fait, de communiquer, de collaborer. Il y a plein de compétences comme ça. Et évidemment aussi les compétences de programmation, c'est-à-dire même si c'est des templates, on donne la possibilité aux élèves de mettre du gameplay en plus, de mettre des règles en plus, etc. Et après, si on arrivait à généraliser, moi je suis pas favorable à ce que ça soit une entreprise privée, je pense que c'est vraiment l'éducation nationale qui doit s'en emparer. C'est d'où le sens du groupe de travail qu'on a fait et qui a essaimé un peu partout en France. Donc nous, on en a déjà produit beaucoup, des templates. Et après, s'il y a des enseignants qui sont motivés, c'est encore mieux. Et moi, je sais qu'il y a des enseignants qui ont commencé à le faire, c'est-à-dire qui ont commencé à travailler entre l'enseignant de numérique et l'enseignant de français, par exemple. Ils se sont dit, on va créer un template ensemble. Et c'est super, c'est là où on se dit, c'est bon, en fait, on a gagné. C'est les enseignants qui s'en emparent. Nous, on n'a pas pour vocation de produire pour eux, forcément. Si eux, ils ont compris la méthode et ce qu'ils peuvent faire, allez-y, quoi. Est-ce qu'on a encore une question ? Bonjour, merci pour votre présentation.
Comme vous l'avez dit précédemment, faire un jeu, c'est différent d'y jouer. Ouais. Comme ça ouais. Donc, faire un jeu vidéo, c'est différent d'y jouer. Est-ce que malgré tout, les élèves étaient quand même motivés, ils ont senti de la progression par rapport aux cours qu'ils devaient effectuer? Alors, les élèves, ils se rendent pas compte en fait de à quel point ils progressent. Ça, c'est assez surprenant. C'est-à-dire qu'ils se rendent pas compte de à quel point ils transposent ensuite les compétences qu'ils ont apprises. Même des élèves qui étaient très en difficulté en rédaction, par exemple, quand on corrige les fautes dans le jeu, c'est pas la même chose que de corriger une dictée ou de corriger une disserte en fait. Là, on corrige des textes pour un jeu. Et tout de suite, il y a quelque chose qui est complètement différent. Pareil, des élèves qui ont des grosses difficultés en mathématiques, tout d'un coup, ils se passionnent sur comment est-ce qu'on va faire pour mettre de la gravité dans le jeu, qui va nécessiter des notions de maths, de physique, etc. Mais ils n'abordent pas les choses de la même manière. Donc, ils sont motivés. Par contre, il y a toujours dans le projet, notamment les projets qui se déroulent sur plusieurs séances, un moment de creux. Les moments où ils affrontent les premières difficultés, c'est j'arrive pas à faire bouger mon personnage comme je veux, j'arrive pas à mettre mon image à la bonne dimension. Et donc là, c'est là où on va lui dire bah oui, mais c'est là le moment où il faut surmonter la difficulté, c'est là où les compétences se développent en fait. Donc ça, c'est assez intéressant parce que les élèves, ils se rendent pas compte de tout ce qu'ils développent. C'est les enseignants qui après s'en aperçoivent parce que quand ils reviennent à un cours plus classique, l'attitude des élèves, à la fois vis-à-vis des enseignements et vis-à-vis aussi des difficultés, elle a complètement changé. Ils ont pris confiance et surtout, ils ont appris des choses qu'ils peuvent réellement utiliser dans d'autres matières, quoi. Bonjour, merci déjà pour votre présentation. Alors ma question est un peu similaire, c'est que je me rends compte que à créer des jeux vidéo, en fait, ça motive plus l'élève à s'intéresser à des matières que finalement apprendre la matière de manière académique. Est-ce que c'est dans ce but-là que vous avez pensé ce genre de formation, ou alors dans le but de remplacer l'apprentissage académique, ou alors c'est juste vous avez testé ça comme ça et c'est ça qui est arrivé quoi? Non, c'était vraiment dans le but de, effectivement, au départ, raccrocher des élèves qui étaient vraiment en situation de grosses difficultés. Moi, j'ai fait des ateliers vraiment dans beaucoup de classes, et notamment en lycée professionnel à Saint-Denis, dans un contexte très très compliqué, d'élèves vraiment dans des situations sociales très précaires, avec des grosses difficultés d'apprentissage. Et j'ai vu l'impact que ça pouvait avoir. Alors, ça résout pas tout, etc. Mais sur certains temps, on voit qu'il y a une concentration et une motivation qu'on n'arrive pas à avoir autrement. Ou alors, il faut proposer des activités de ce type-là, très, très mises en pratique. Mais en tout cas, pour aborder des matières qui sont très académiques, et aussi parce que on voit le fossé aujourd'hui entre les programmes et la vie quotidienne, en fait. Le fossé entre l'école et la société a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on fait cette passerelle pour montrer aux élèves que leur loisir, ce qu'ils font, en fait, peut être intégré dans la salle de classe, mais de manière productive aussi, quoi, d'une manière pédagogique. Alors je pose la question en termes de degré de liberté que les élèves et les enseignants pourraient avoir par rapport à ces projets-là. C'est-à-dire, imaginons que là, ils puissent rajouter donc des images, modifier des images, des textes, etc. Mais qu'à un moment donné, effectivement, un élève un peu passionné se dit, tiens, mathématiquement, j'aimerais bien rajouter de la gravité, par exemple. Voilà. Est-ce qu'il est obligé d'attendre une matière spécifique qui lui permettrait d'implémenter ça, ou en termes de notation et en termes de créativité, on laisse cette liberté-là à l'élève? Alors non, là on la laisse toujours, on reste dans un moteur de jeu où en fait on verrouille pas, si l'élève il veut bidouiller, etc., il peut le faire. D'ailleurs c'est assez intéressant parce que beaucoup d'élèves le font. Et moi je retiens une des phrases d'une enseignante qui dit ces ateliers-là c'est un peu comme la piscine en fait. Les élèves ils sont en train d'apprendre à nager et nous on est au bord du bassin quoi. Et on va pas dans la piscine avec eux. C'est eux ils doivent se débrouiller et s'ils coulent en fait il faut qu'ils se débrouillent quoi. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que les élèves ils bidouillent. Et on a des élèves qui, encore une fois, sont normalement en situation de décrochage, dorment, etc., qui tout d'un coup ont trouvé comment mettre de la gravité, comment bidouiller, et c'est eux qui vont venir présenter aux autres en classe. Et là, il y a des enseignants qui m'ont regardé en disant « Mais celui-là, il dort sur sa table d'habitude, il fait rien. » Et là, il est arrivé, il a projeté sa solution à tout le monde, etc. Donc, en fait, il y a aussi un changement du rapport enseignant-élève qui est intéressant, quoi. Bonjour, déjà merci pour votre présentation. Vous avez parlé de Godot et de GDevelop. C'est des plateformes que je connais pas, mais je connais Scratch. En quoi Godot et GDevelop diffèrent de Scratch? Alors il y a plus de liberté.
plus de liberté et plus de possibilités. Scratch, c'est très bien pour le primaire. De toute façon, c'est obligatoire en primaire. Donc, moi, je sais que les collègues qui ont travaillé sur le primaire, ils ont fait beaucoup de templates sur Scratch. Ils ont fait des Pac-Man, d'ailleurs, etc. Maintenant, c'est vrai que moi, comme je suis plus sur le collège et surtout sur le lycée, Scratch, c'est trop limité. On a besoin d'aller justement, si on veut travailler une notion comme la physique, si on veut travailler des notions de programmation un petit peu avancées en classe de lycée par exemple, Scratch c'est trop limité. Donc c'est pour ça que moi j'ai choisi ces deux moteurs-là parce que c'est vraiment des moteurs qui permettent d'aller plus loin si on veut aller plus loin aussi, quoi. Encore moi, désolé. En termes de notation, à l'heure actuelle, c'était purement expérimental ou c'était déjà rattaché à un programme particulier et que ça comptait dans le cursus de l'élève et potentiellement, est-ce que plus tard, ça a déjà été conçu, réfléchi, comment s'intégrer dans la notation, notamment scolaire, des lycées, etc. C'est une super question. Alors, ça n'a pas été intégré par rapport au programme, c'était un peu un atelier bonus, c'est-à-dire que, en gros, les enseignants ils disaient, on va noter la production. Et c'est la note bonus qui permet de remonter la moyenne parce que vous avez raté les devoirs, quoi. En gros, c'était ça. Et il y en a qui ont un peu sauvé leur année avec cette activité. Après, je sais qu'il y a des enseignants qui ont été très motivés, qui ont découvert l'activité et qui sont en train d'essayer de voir pour proposer de créer une option création de jeux vidéo au lycée, comme on a les options cinéma, comme on a les options art. Qui serait pas forcément à destination de je veux travailler dans le jeu vidéo plus tard, mais qui serait à destination de je veux participer à ces ateliers créatifs et interdisciplinaires, parce qu'encore une fois on touche à toutes les disciplines. Donc je sais que ça c'est des réflexions qui sont en cours et qui sont aussi liées au développement dans les lycées, je sais pas si vous avez vu, mais des sections e-sport. Parce qu'il y a beaucoup de sections e-sport qui sont en train de se développer, hein. La France est beaucoup en train d'investir dans l'e-sport. Donc en gros, l'idée, ce serait à terme d'avoir cette section jeux vidéo qui rassemblerait à la fois de l'apprentissage de la création, aussi de l'e-sport, et puis peut-être aussi découvrir le monde du jeu vidéo, mais autrement, quoi. Est-ce qu'on a une dernière question ? Alors, je voulais vous demander s'il y avait un endroit où on pourrait récupérer les différentes ressources que vous avez exposées tout à l'heure. Oui, alors c'est vrai que j'ai pas mis le site, mais donc c'est, si je me trompe pas, hein, je vais vous le retrouver, mais c'est educationjeuxvideo.com, notre site de notre groupe de travail. J'aurais dû le mettre à la fin. Hop, je vais vérifier. Non, c'est atelierjeuxvideo.com, peut-être atelier création jeux vidéo. Je me souviens même plus. Je vais vous le retrouver. Mais en tout cas, oui, on a mis à disposition tous les templates et toutes les ressources dont je vous parle. Non, je vais vous le retrouver, je le ferai passer sur le site de Play Sorbonne. Mais en gros, c'est vraiment en accès libre. Enfin, tout ce qu'on a produit, c'est open source, c'est libre de droit, il y a vraiment aucun problème pour que vous puissiez les utiliser. Et puis sinon, écrivez-moi. Je vous donnerai aussi les ressources parce qu'il y en a certaines qui ne sont pas sur le site internet, mais vous pouvez m'écrire et je vous les enverrai. Encore une fois, tout ce qu'on fait, c'est vraiment libre de droit. C'est pour que ça puisse être utilisé en classe, quoi. Merci beaucoup Chloé pour cette conférence.